plaisir que je vous retrouve ce soir pour une nouvelle émission Télésat, une émission Télésat qui, comme chaque semaine, va être consacrée à la réception satellite et aux nouvelles technologies. Et une émission Télésat qui, je vous le rappelle, est diffusée une fois par semaine sur CFI Pico Pro, sur le satellite Hotbird, sur la chaîne, donc sur le satellite Hotbird, sur la chaîne CFI Pico Pro, on va y arriver, de 21h à 22h, sur Beurre TV le dimanche, le mercredi et le jeudi en rediffusion, et pour nos amis de l'océan Indien, sur Eutelsat W2, dans le cadre de Parabole Réunion sur la chaîne Canal Austral. Voilà, toutes les choses maintenant sont dites et sont claires. Et je suis sûr que comme vous êtes de fidèles téléspectateurs, vous savez très bien comment on peut recevoir cette émission. Une émission qui, je vous le rappelle, est également diffusée sur Internet, en streaming, sur le site de Télésatellite, www.télésatellite.com. Une émission que nous réalisons toutes les semaines en compagnie de Jean-Louis Gaillard. Bonsoir. Bonsoir Daniel et bonsoir principalement à nos téléspectateurs qui nous sont, je le sais, fidèles de semaine en semaine. Eh oui, comme je viens de le dire. En effet, Jean-Louis, c'est une nouvelle émission qui aujourd'hui va être, comme on le voit un peu sur cette image, oui, consacrée à l'informatique comme la semaine dernière. Je suis très entouré d'ordinateurs. On a beaucoup d'ordinateurs. Mais enfin, faut vous dire franchement qu'avant que l'émission commence, on a eu pas mal de problèmes informatiques pour faire en sorte que la manipulation que vous allez voir fonctionne. Tout au moins nous l'espérons, Daniel. Voilà, alors maintenant, vous voyez, je croise les doigts de manière à ce que tout fonctionne correctement. En effet, on essaiera un terminal numérique, le Aston 1800 HD, avec une prise USB, celui qui est actuellement en démonstration dans le dernier télésatellite que je vous montre maintenant. Et donc, ce terminal numérique, donc nous allons l'essayer en direct grâce à Jean-Louis Gaillard et vous montrer un peu comment on fait les manipulations entre le disque dur du terminal numérique et celui de l'ordinateur, ce qui est, à mon avis personnel, pas totalement évident, mais Jean-Louis nous montrera que quand même, on peut le faire. C'est malgré tout, Daniel, relativement simple. C'est simple mais compliqué. Voilà, disons tout de suite qu'on peut aller dans le disque dur du terminal à partir d'un PC. Voilà, bien, tout l'intérêt de la chose. Bien, alors, tous les secrets de l'Aston 1800 HD USB tout à l'heure. Mais auparavant, vous savez que nous sommes dans la période historique en ce moment, la période du 6 juin. Alors le 6 juin, c'est d'abord le débarquement du 6 juin 1944, pour lequel les chaînes de télévision font de très grandes opérations en France. Et puis également, c'est le 6 juin 1954, c'est-à-dire 10 ans plus tard, la naissance de l'Eurovision. Donc c'est un sujet qui nous concerne plus particulièrement. La semaine dernière, on a déjà vu un petit documentaire sur le siège de l'Eurovision qui est installé à Genève. Cette semaine, nous en verrons un second avec des images historiques des transmissions de l'Eurovision. Et puis après le terminal numérique que Jean-Louis Gaillard nous présentera, eh bien, vous aurez le plaisir de redécouvrir un extrait d'une grande série télévisée que j'ai devant moi. C'est comme Cosmos, voilà, je vais y arriver, Cosmos 1999, une série mythique de la télévision américaine que la télévision française a diffusée en son époque, avec deux artistes bien connus, Martin Landau et Barbara Ben, ceux que l'on retrouve également dans Mission Impossible. Donc vous voyez, plein de choses ce soir dans cette émission Télésat que nous l'espérons, vous allez suivre avec grand intérêt. Un intérêt qui n'est pas dissimulé puisque vous êtes très nombreux à nous poser des questions et c'est la raison pour laquelle nous allons tout de suite dans notre rubrique questions-réponses. Des questions-réponses qui peuvent nous arriver, comme vous le savez, soit sur le site internet de Télésatellite, www.télésatellite.com,
Je vous signale également que ça marche sur télésatellite.fr, si vous voulez faire .fr. Maintenant, ça fonctionne sur .fr, donc il n'y a pas de problème. .org, ça fonctionne aussi. Donc, tous les télésatellites avec un point quelque chose, ça marche. Donc, .fr, .org, .com, ça marche bien. Donc, sur ce site, et puis également au téléphone, au 01 41 58 10 70. Qui est le numéro de téléphone du répondeur Télésat. Première question, donc, arrivée cette fois sur le site de Télésatellite de Monsieur Pierre Follin, qui nous pose une question, Jean-Louis, à propos du MPEG 4. On en parle beaucoup, d'ailleurs, dans le dernier numéro de Télésatellite, on parle du MPEG 4 à propos de la TNT et de la TVHD, mais c'est pas le sujet de la question, là. Est-ce qu'il existe des démodulateurs qui enregistrent en DivX ou en MPEG 1 pour économiser l'espace? Merci beaucoup, Jean-Louis. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on enregistre? Justement, quand on enregistre avec un terminal sur disque dur. Car effectivement, nous allons avoir un bon exemple de la chose avec notre démonstration. On enregistre tout simplement en MPEG. Alors, il n'y a pas un MPEG 2. MPEG 2. Voilà, un MPEG 2. Donc, ni un MPEG 1, ni un MPEG 4. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, quand on enregistre sur un disque dur, il faut rappeler que c'est l'intégralité du flux numérique enregistré tel quel, sans aucune modification, qui est sur le disque dur. Voilà. Donc c'est original. C'est l'original avec un certain nombre de fichiers, nous le verrons tout à l'heure, mais malgré tout, c'est du MPEG 2. D'accord. Alors, après, si l'on dispose donc d'utilitaires, on peut convertir. On peut convertir du MPEG 2 en MPEG 1, par exemple, voire en DivX. D'accord. Mais ça, ce sont des opérations ultérieures auxquelles nos téléspectateurs peuvent se livrer s'ils ont quelques petites connaissances pour manipuler les logiciels. Mais l'enregistrement direct se fait en MPEG 2. Il se fait en MPEG 2, tout à fait. Très bien. Question suivante. De Monsieur Karl Michael Gierich à Altenkirchen en Allemagne. Vous négligez, me semble-t-il, un peu les radios transmises par satellite. Il y a un tas de gens, moi s'y inclus, qui se sont installés un équipement de réception satellitaire seulement pour recevoir des radios un peu spéciales, comme par exemple Hector, donc qui est un programme de Radio France, le voyage musical. Non, monsieur, on ne néglige pas du tout les radios, on en parle souvent, d'ailleurs dans Télésatellite, tous les mois, vous avez un article sur une radio, nous sommes les seuls à faire un article régulier sur les radios qui sont diffusées par satellite, et puis vous avez également dans les tableaux de Télésatellite la liste de toutes les radios qui sont diffusées tant en numérique qu'en analogique par satellite. Et en numérique, dans les tableaux, nous avons retenu essentiellement toutes les radios qui sont en clair sur la totalité des satellites dont nous parlons dans les tableaux du magazine, et avec celles qui sont également cryptées pour les deux bouquets principaux que sont TPS, Canal Satellite, et Canal Satellite Horizon. TPS, il y a des radios qui sont cryptées. Sur Canal Satellite France, il n'y en a aucune qui sont cryptées, donc elles sont toutes en clair. Et sur Canal Satellite Horizon, il y en a qui sont cryptées. Jean-Louis, vous aimez bien la radio aussi par satellite, vous? Tout à fait. D'ailleurs, à tel point, c'est que lors des essais des terminaux que nous publions, nous regardons toujours si un terminal est capable de recevoir les radios de Canal Satellite. Et puis, je vais vous faire... C'est quelque chose que nous trouvons effectivement important et que nous ne négligeons pas. Je vais vous faire une confidence. Moi, à Paris, effectivement, j'ai supprimé mon tuner FM et je n'écoute la radio que par satellite parce que c'est bien meilleur que l'FM, parce qu'il faut dire qu'à Paris, la FM est fortement brouillée, il y a beaucoup d'interférences, et si on veut avoir un bon signal, il n'y a que le satellite. Donc peut-être vous êtes comme moi, vous supprimez votre tuner FM et vous écoutez la radio uniquement par satellite, et il y a encore beaucoup plus de choix que sur la FM, Jean-Louis. Et surtout lorsqu'on dispose d'un terminal, Daniel, qui en plus affiche le nom du programme de la radio sur la face avant. Exactement, c'est encore mieux. Exactement. Et puis il ne faut pas oublier qu'on peut relier également le terminal, s'il a une sortie audio-optique, directement à son ampli. Bien entendu. Avec une sortie audio numérique, et le résultat est bien meilleur. Est supérieur, bien évidemment. Voilà. Donc, vous voyez, monsieur, on ne néglige pas du tout la radio numérique par satellite. Question suivante. De monsieur Roland Galland, de FEM, en Belgique. Alors, ce monsieur est intéressé par la bande C. Il a une parabole de 2 mètres et il voudrait capter Express A1R à 40 degrés Est à Liège, oui ou non? Alors, oui ou non, ben, on va vous montrer, c'est à vous de juger. On va vous montrer la carte de couverture de ce satellite, donc qui est en bande C. Vous voyez que sur la Belgique, grosso modo, on est entre 29 et 28 dBW.
Ce qui, en toute logique, Jean-Louis, nécessite une grande parabole. Une grande antenne, Daniel, oui, plutôt que de mettre plutôt 3,10 m pour avoir une réception, disons, honnête et correcte. Voilà, donc... Donc 2 mètres, difficile. À mon avis, c'est difficile, effectivement, comme pour Jean-Louis, de capter ce satellite avec une antenne de 2 mètres. Donc tout dépend effectivement du gain de l'antenne, ça c'est certain, mais disons que pour jouer la sécurité, il est préférable d'avoir une antenne de 3,10 m pour recevoir ce satellite. Question suivante. Elle vient de monsieur Yuri Bibikov de Moscou. Alors vous voyez que on est vraiment regardé un peu dans tous les pays. Ça nous fait bien plaisir. Chez tous les appareils Néotion, on constate des saccades permanentes via Vidéolink sur les chaînes TPS, vu leur flux. Photo logiciel, photo matériel. Pourquoi la bande passante était volontairement limitée à 70%? Pourquoi pas 80% ou plus? Quelle est la solution radicale du problème? Si elle est prévue, à quand l'USB 2? L'abonnement TPS n'est pas donné, il est impossible d'enregistrer les chaînes nationales et le cinéma, et Néotion n'intervient jamais sur son forum non officiel. De quoi ont-ils peur, Jean-Louis? Eh bien, la solution idéale, notre téléspectateur la donne évidemment, ça serait d'utiliser donc des boîtiers munis du port USB 2.0 qui permet donc des échanges de données 40 fois plus rapides que le port USB 1.1. Mais malheureusement, NeoceanBox ou le SkyPilot sont équipés donc de USB 1.1. Donc, qui limite les transferts à 12 mégabits par seconde. Alors, 12 mégabits par seconde, normalement... C'est largement supérieur au débit oui, vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des échanges de données dans les deux sens et que donc le boîtier SkyPilot ou Neocean Pilot utilise donc une partie de ce débit pour... C'est-à-dire qu'en fait, le débit est divisé grosso modo par 2. Voilà, donc on ne peut pas atteindre réellement en utilisation pour regarder un programme, les 8 mégabits par seconde, ce qui fait qu'effectivement, vous constatez que certains programmes ne peuvent pas être reçus correctement sur le bouquet TPS. Il en est de même d'ailleurs pour CFI Pico Pro, Daniel. Ah oui, parce que CFI est à 8 mégabits, voilà. Et non pas en compression statistique, mais en compression permanente. Donc on est en permanence à 8 mégabits si vous regardez sur CFI Pico Pro. Donc effectivement, ça ne fonctionne pas non plus. Et faut dire que sur les bouquets, en plus, les compressions sont statistiques. Donc il y a des moments où ça peut fonctionner quand le débit est plus bas, et puis il y a des moments où ça fonctionne plus. Rien. Ça c'est comme un entonnoir avec de l'eau, ça déborde et ça ne fonctionne plus. Je pense que l'image est bonne, Daniel. Voilà. Ok, question suivante. De monsieur Yannick Turban à Arlon en Belgique. Donc il a une antenne de 80 cm avec un LNB double et il voudrait ajouter une antenne motorisée. Quel choix entre un moteur horizon-horizon, une monture polaire à vérin? Est-ce que la monture permet un plus grand débattement? Est-ce que les moteurs à monture polaire sont commandés par DISEC? Quelles sont les solutions pour raccorder ces deux antennes sur mon récepteur numérique libre avec une seule entrée si les commandes DISEC de mon LNB ne vont pas interférer avec les commandes DISEC du moteur? Jean-Louis, je suis essoufflé là. Alors, première chose, Daniel, on l'a déjà dit, vous l'avez dit, je l'ai dit, ne pas mélanger le DISEC donc 1.0, 1.1, qui va commander uniquement des commutateurs avec une antenne motorisée qui utilise le DISEC 1.2. Donc, premièrement, ou l'un ou l'autre. Premièrement, pas de mélange. Pas de mélange. Soit on commande un commutateur ou un monobloc, voilà. Soit on commande une motorisation, mais on ne mélange pas les deux. Alors, la seule possibilité, avec un seul terminal, d'avoir à la fois une antenne motorisée et disons une ou plusieurs antennes fixes, c'est d'utiliser un commutateur, un accessoire qui utilise la tension 0,12 volts si elle est disponible sur le terminal, ou alors, Daniel, le commutateur manuel. Le bon vieux commutateur manuel avec deux gros boutons. J'en ai cherché un pour vous montrer, là, mais je l'ai pas retrouvé. Il doit être dans un placard. Et donc, un bon vieux commutateur manuel avec des boutons poussoirs. Et là, on est sûr que ça marche à tous les coups. Donc, autre question. Alors, pour en venir, à l'essentiel de la question de notre téléspectateur. À propos du choix entre le vérin et le moteur horizon-horizon. Ce qu'on appelle les montures horizon-horizon sont des montures qui permettent effectivement de balayer à plus ou moins, en général, 60 ou 50 degrés, 55 degrés. Ce qui fait mais avec 120 degrés. Voilà, mais avec la même possibilité d'aller aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Alors qu'avec un vérin, bien souvent, on a une limitation soit à l'ouest, soit à l'est, selon le côté où on place le vérin. Donc, il faut privilégier une position. Si vous voulez, si notre téléspectateur veut effectivement aller capter des satellites qui sont très à l'est et très
très à l'ouest, il vaut mieux privilégier effectivement un moteur Horizon, ce dont sont capables d'ailleurs les moteurs d'ASEC 1.2. Et puis il a posé également la question de savoir si le moteur le moteur Avérin, pardon, fonctionnait avec le DISEC. Alors, ça existe, notamment avec le Maestro Jack, où là, il y a un vérin spécifique qui utilise le DAISEC 1.2, il y a une interface, mais en général, non. Les gros vérins fonctionnent avec une alimentation séparée, donc une alimentation en 36 volts, et également donc les impulsions pour repérer la position du vérin. Ok. Alors, par contre, si, petite précision Daniel, il existe malgré tout des interfaces qui permettent de passer du DAISEC 1.2 à la commande d'un vérin classique. Comme l'interface Aston. L'interface Aston, DS100 ou DS200. DS100 voilà. ou DS200. Eh bien, notre dernière question maintenant, elle vient de Bruxelles, de Monsieur Abdel Soussi. Il a connecté son récepteur Winstec 2000 à sa chaîne Hi-Fi et le son n'est pas bon du tout. Est-ce que c'est la sortie de son récepteur qui n'est pas de bonne qualité ou est-ce qu'il a mal connecté les fils? Avant, il avait la même connexion, mais avec un récepteur EcoStar 3000 IP et le son était magnifique avec effet home cinéma. Donc, Jean-Louis, où est le problème? Alors, deux possibilités. Soit effectivement, il y a un défaut sur la sortie audio donc du terminal, ou alors tout simplement le niveau est trop important. Alors, un petit conseil, vous pouvez utiliser le réglage du volume sonore qui peut effectivement aboutir au fait que vous ayez un niveau audio de plus faible valeur sur les sorties RCA dédiées à l'audio. C'est une possibilité. Il peut aussi y avoir effectivement donc un problème sur le terminal. Ça peut arriver, Daniel. Donc, vous voyez, vous seriez pas dû changer de terminal parce que celui que vous aviez avant fonctionnait très bien. Alors, non, en général, les sorties audio, moi personnellement, j'ai constaté. Je ne me souviens plus des terminaux parce qu'il nous en envoyons pas mal, bien sûr. Ça, ouais. Mais effectivement, il m'est arrivé justement de diminuer un petit peu le volume avec le réglage donc de la télécommande et le phénomène disparaissait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas saturer l'entrée de l'ampli oui, car ce sont avec des un signal ligne trop fort. Voilà. Oui, amplificateur, qu'il soit vidéo ou audio, il y a toujours un niveau maximal à ne pas dépasser. Donc, il faut équilibrer. Donc, essayez peut-être la solution que vous a donnée Jean-Louis. Puis, rappelons que la meilleure connexion qui existe entre un ampli et un terminal, c'est une connexion numérique. Et là, vous n'avez pas de problème de niveau puisque tout est calibré. Tout à fait. Donc voilà, mettez une connexion numérique entre votre terminal et votre ampli et vous verrez que ça marche beaucoup mieux. C'était notre dernière question pour cette première session de questions-réponses. Maintenant, nous allons passer à notre rubrique Télé Notre Histoire. Je vous l'annonçais tout à l'heure. Nous sommes en plein dans l'histoire. C'est une période très historique. La date du 6 juin 1940 et 44, pardon, est maintenant une date fortement célébrée, puisque vous savez qu'il y a de grandes cérémonies qui se sont déroulées ou qui vont se dérouler. Tout dépend la date à laquelle vous regardez cette émission. Donc, sur les plages de Normandie, là où eut lieu le débarquement en 1944. Et 10 ans après, donc c'est ce qui nous amène à cette rubrique, 10 ans après, le 6 juin 1954, non pas sur les plages de Normandie, mais dans une petite ville suisse qui s'appelle Montreux, était inaugurée la première liaison Eurovision. Je rappelle que l'Eurovision, c'était le fait de pouvoir transmettre des images provenant d'un pays, en l'occurrence la Suisse, vers d'autres pays européens. Et cette inauguration des transmissions Eurovision a eu lieu avec une fête folklorique, Jean-Louis. C'est la fête des Narcisses qui avait lieu à Montreux, d'ailleurs qui a toujours lieu à Montreux. Donc la fête des Narcisses et des chars fleuris. Malheureusement à l'époque la télévision était en noir et blanc et pas en couleur, donc on en profitait beaucoup moins.
qui était transmise en Eurovision, et c'était la première fois que des images donc sortaient d'un pays européen pour aller vers d'autres pays européens. Ensuite, l'Eurovision a eu d'autres grandes retransmissions. Vous savez, là j'ai noté sur mon papier, il y a eu la visite guidée du Vatican avec une homélie du pape Pie XII, la course du Palio de Sienne, un camp de jeunesse au bord du Rhin en présence du chancelier Adenauer, une foire agricole au Danemark, une parade devant la reine d'Angleterre et ensuite, déjà à l'époque, vous aviez eu 9 matchs de la Coupe du Monde de football qui se déroulaient en Suisse. Alors il faut dire qu'à cette époque, le nombre de téléviseurs en Europe, grosso modo, était de 4 millions. Il y avait 4 millions de téléviseurs en Europe. Et une des façons les plus faciles pour les gens de voir la télévision, parce que bien sûr, elle n'était pas dans tous les foyers comme elle l'est actuellement, eh bien c'était d'aller dans les bars, là où il y avait la télévision, et puis de s'agglutiner, ce qui ne se fait plus maintenant, devant la vitrine des revendeurs de postes de télévision pour voir ce qui se passait. Alors, on voyait les images en Belgique, au Danemark, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Suisse. Et ensuite, on peut rappeler les grands exploits de l'Eurovision, ceux qui ont marqué la mémoire. En 1956, c'était le mariage du prince Régnier et de la princesse Grace de Monaco. Et en 1961, par exemple, la première transmission en direct de Russie avec le retour du célèbre cosmonaute Yuri Gagarin, Jean-Louis. Vous voyez que ça nous rajeunit pas tout ça. Et ensuite, ce sont des images que vous avez vues. Voilà, c'est ça. Et en 1962, on revient à quelque chose dont on a également parlé, qui a permis à l'Eurovision d'atteindre le stade de la Mondiovision. C'est Telstar, le satellite Telstar, qui a permis donc de transmettre les images dans le monde entier. Et quelque chose que personne n'a oublié, ni vous, ni moi, Jean-Louis, ni tous ceux qui étions malheureusement nés à cette époque-là, parce que ceux qui sont plus jeunes ne l'ont pas vu, c'est en juillet 1969, l'homme qui a marché sur la Lune. Et donc c'est une retransmission que l'Eurovision a permis de voir dans tous les pays d'Europe. Et puis bien sûr maintenant, l'Eurovision, ce sont les grands événements sportifs. Dans quelques semaines, l'Euro au Portugal, et puis ensuite vous aurez les Jeux Olympiques d'Athènes, et puis également quelque chose que tout le monde connaît, dont on a parlé ici à plusieurs reprises, le concert du Nouvel An de Vienne qui a lieu tous les 1er janvier à 11h, et bien sûr le prix de l'Eurovision qui vient de se dérouler il y a quelques semaines maintenant en Turquie. Donc voilà ce qu'est l'Eurovision. L'Eurovision, c'est aussi toute l'actualité de tous les jours avec les transmissions en EVN, c'est-à-dire des liaisons d'actualité que les télévisions entretiennent entre elles pour échanger les images d'actualité. Et pour vous rappeler tout ce que fait l'Eurovision, nous allons voir maintenant ce petit documentaire, l'Eurovision à 50 ans. Européenne de radio-télévision est la plus importante association de radiodiffuseurs de services publics fondée en 1950 à Torquay, en Grande-Bretagne. En 1953 est diffusé le premier direct télévisé entre pays européens. Et 3 ans plus tard, c'est le premier concours Eurovision de la chanson. En 1962, le satellite Telstar ouvre la voie à la globalisation des images. En 1976, les Jeux Olympiques d'Innsbruck et de Montréal sont sur tous les téléviseurs européens. En 1983, un Emmy Award couronne l'UER pour sa contribution à la norme mondiale de télévision numérique. En 1993, elle accueille les radiodiffuseurs de l'OIRT, son homologue des anciens pays de l'Est. En 2000, l'UER a fêté son 50e anniversaire. Aujourd'hui, l'Union regroupe les services publics audiovisuels de tous les pays européens. Chaque jour, la plupart des images d'actualité passent par l'UER qui organise la transmission des reportages entre les différents radiodiffuseurs.
L'Eurovision diffuse les images à partir de son centre de Genève, 24 heures sur 24, et atteint ainsi la totalité de la population européenne à travers ses membres. Sur les 30 canaux numériques de son réseau satellite, l'UER relaie près de 100 000 transmissions par an, dont 25 000 sujets d'actualité et 8 000 heures de sport et de culture. Chaque membre de l'Union partage ses images avec les autres qui ne paient que le coût de la transmission. Guerre, conflits ethniques, catastrophes naturelles, de plus en plus d'événements nécessitent la mise en place rapide de gros moyens dans des régions où l'infrastructure est parfois inexistante. Plus de 200 opérations sont menées tous les ans pour couvrir l'actualité en direct avec des spécialistes sur le terrain, des équipements de production, des antennes d'émissions satellites qui permettent aux journalistes de couvrir les événements. L'Euroradio est au son ce que l'Eurovision est aux images. Chaque année, elle propose 2200 concerts classiques, mais aussi du rock avec Eurosonic et plus de 500 reportages, sport et informations. Face à la concurrence commerciale, l'audiovisuel public invente et s'active. Il engage des partenariats avec les industries du film, de la musique ou du sport. L'UER coordonne aussi la production de séries d'animation entièrement européennes et de programmes éducatifs pour les jeunes. Grâce à ces concours, l'Union contribue à la découverte de jeunes talents, scénaristes, jeunes musiciens ou jeunes danseurs. Inutile de présenter le concours Eurovision de la chanson qui continue de se développer et touche près de 100 millions de téléspectateurs. L'Union est aussi un promoteur. Elle a lancé Euronews en 89 et Eurosport en 92 pour compléter son offre de programme et s'adapter aux attentes des téléspectateurs. Depuis sa création, l'UER préside ou contribue à la mise au point de nouveaux systèmes de radiodiffusion. Aujourd'hui, alors qu'Internet est au cœur des débats, des groupes de travail réunissent au sein de l'UER chercheurs, diffuseurs, fabricants qui étudient le rôle de ce nouveau moyen de transmission des informations. Dans d'autres domaines, techniques ou juridiques, l'Union est le forum d'experts en technologie, en droit d'auteur ou en droit des images et du son. L'UER dispose de bureaux à Moscou, New York et Washington et de la Maison de l'audiovisuel à Bruxelles, juste à côté du Parlement européen. L'UER est le champion de la cause de l'audiovisuel public. Les plus importants radiodiffuseurs s'y retrouvent et cette maison de l'audiovisuel est ouverte à tous les membres. Le service public de la radio et de la télévision est au cœur de l'audiovisuel européen depuis 50 ans. Plus que jamais, l'UER et ses membres contribuent à la création d'une Europe vivante, diverse et démocratique. Voilà, vous avez un aperçu précis sur ce qu'est l'Union européenne de radiodiffusion qui a donné naissance à l'Eurovision, donc le 6 juin 1954. Une cérémonie se déroule à Montreux en ce 6 juin 2004. Nous sommes plus malheureusement en 1954, en ce 6 juin 2004. Une place qui va prendre le nom de place de l'Eurovision va être inaugurée donc pour fêter cet événement. Alors Jean-Louis, nous allons maintenant quitter l'Eurovision et nous retrouver avec un nouveau terminal numérique, un terminal numérique qui est présenté dans le numéro de Télésatellite de ce mois, un terminal numérique pour lequel je prends mon gros carton, parce que c'est vraiment un gros carton là. Donc c'est le Xena 1800 HD U comme USB. Voilà, donc c'est un terminal qui a un disque dur et une prise USB, donc c'est un terminal Aston.
un des terminaux de la série Aston. Il existait de 1800 sans disque dur. Maintenant, c'est le 1800 avec disque dur. Et avec une prise USB. Alors, et surtout, Daniel, un port USB 2.0. Voilà, 2.0. Alors, on peut se demander à quoi sert un port USB sur un terminal numérique? Eh bien, à pénétrer à l'intérieur du terminal, Daniel. À aller voir ce qui se passe sur le disque dur et notamment avoir accès directement aux fichiers qui sont présents sur ce disque dur, qui concernent bien entendu les enregistrements que vous effectuez sur le disque dur du terminal. Alors on va regarder un peu la connectique arrière du terminal, là maintenant. Alors, grâce à notre petite caméra, voilà. Nous voyons alors sur la gauche de l'image, oui. Donc on a les deux prises d'antenne. Voilà. Et ensuite un pavé. Entrée-sortie BS Low-Through, une sortie vidéo, une sortie audio analogique, une sortie YC, Daniel, vidéo YC, et également une sortie audio numérique optique. D'accord. Mais malheureusement, qui n'est pas compatible Dolby Digital. Ça, c'est un petit point. Elle marche pas, elle n'est pas Dolby Digital. C'est un petit point négatif, ça, mais bon. Ensuite, on a un gros câble Péritel, là, que l'on voit très bien en premier plan de l'image, puisqu'il y a 3 prises Péritel. 3 prises Péritel, effectivement. Et ensuite, donc, on a les prises du modulateur UHF. Des ports communs comme 2, donc en RS-232. Et ça sert à quoi, ça? Alors, il y en a une qui peut servir notamment pour utiliser un logiciel SatEdit qui permet donc de modifier les listes de programmes, voire même de les implémenter directement. Le SatEdit. Le SatEdit, très bien. Donc, on se sert à ce moment-là, il faut un PC et le relier par cette fiche directement au terminal numérique. Avec un port RS-232. Certains PC portables notamment n'ont pas de RS-232. Donc RS-232. Ça devient extrêmement compliqué. Voilà. Ensuite, on a... Le plus important, le port USB 2.0. C'est la petite prise blanche que l'on voit en bas de l'image. Qui n'est pas branchée actuellement, mais que je brancherai dans quelques instants. Et ensuite un pavé, donc un pavé avec des prises pour relier des câbles. Quels câbles? Un polariseur magnétique. Donc cet appareil est capable de piloter un polariseur magnétique et également un accessoire qui peut être commandé par une tension de 0,12 volts. Donc un commutateur externe par exemple? Par exemple, tout à fait. Qui permet d'avoir des paraboles, par exemple 2 paraboles motorisées si on veut. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Daniel? Donc un commutateur, nous parlions tout à l'heure. Non mais entre une parabole fixe et une parabole motorisée par exemple, c'est pas mal. Mieux. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est bien, très bien. Alors la face avant, nous ne la voyons pas, mais disons simplement que cette face avant, c'est la standard. Bon, disons tout de même qu'il y a 2 contrôles d'accès embarqués, l'Aston Crypt et le VAccess, et également donc deux interfaces communes. Donc vous pouvez me placer 2 modules PCMCIA en plus de ces 2 contrôles d'accès embarqués. La télécommande, oui, la télécommande. C'est la même que celle du 2000, c'est la même que celle du 1800 que nous connaissions déjà. C'est une télécommande très ergonomique, donc qui est agréable à utiliser, qui a de larges touches. Voilà, avec un... Non, très bien. Très bien. Alors, je vous rends la télécommande. Vous rendez la télécommande. Parce que c'est vous qui prenez les commandes cette fois. Alors, avant de passer à l'utilisation, donc, d'aller voir ce qui se passe dans le disque dur. Donc, un petit mot tout de même sur le terminal en lui-même. Donc on va aller voir le menu du terminal maintenant, en direct. Voilà, donc paramétrage du terminal. On a l'habitude de le faire. Donc, comment nous avons paramétré donc, pour notre émission le terminal. Nous avons choisi non pas une entrée motorisée, mais une entrée fixe, avec 2 satellites. Donc vous le voyez ici, donc une configuration d'ISEC avec 2 antennes. Alors ce qui est bien là, faut rappeler aux gens qui connaissent pas Aston que pour configurer le système, c'est extrêmement pratique parce qu'en fait on déplace les icônes. Voilà, vous voyez par exemple là, j'ai utilisé un LNB universel, mais je pourrais très bien utiliser un autre type de LNB. Voilà, il suffit d'appuyer sur la flèche et de changer de type de LNB. Là, j'ai utilisé aucun LNB. Large bande, monobloc 11,475 GHz. Ça, ce sont les anciens. Moi, je trouve que parmi les terminaux, parmi les terminaux numériques, c'est celui qui a réussi le mieux ce passage relativement difficile de l'installation, parce que c'est très logique. Voilà, ce sont des schémas très explicites. Et voilà, et on a des petites photos à chaque fois, et on a la photo qui représente ce qui se passe. Donc ici, effectivement, un LNB monobande. Un autre LNB monobande 11 GHz, encore 10 Go, monobande 9,75 GHz, bande C, bien entendu, avec Polarator,
bande C, sans polarisateur. Et universel. Alors universel 1 et universel 2, tout dépend de la catégorie d'universel. Voilà, la différence, c'est qu'il y a certains éléments universels qui avaient une fréquence d'OL qui n'était pas de, exactement, je crois, 9750, mais 10 000, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça, donc effectivement, donc voilà. Donc une fois qu'on a disposé... Alors on valide bien sûr, là je vais revenir donc sur le commutateur. C'est pareil pour le commutateur, on peut changer de type de commutateur, etc. Donc là je n'ai pas changé la configuration que vous avez choisie, donc j'appuie sur OK, et là ce qui est très intéressant, c'est que nous voyons immédiatement ce qui se passe au niveau de la qualité du signal. On voit littéralement sur cette image, vous regardez bien, le flux qui descend du satellite, qui arrive vers la parabole, et qui passe par le DISEC 1.2, et ensuite qui arrive au terminal, et on voit la qualité du signal et le niveau du signal. Et le chemin parcouru par le signal. Voilà. Et donc, alors si vous changez d'antenne... Alors si je change d'antenne, voilà, je vais passer sur Hotbird, et bien je constate qu'effectivement... Ça marche. J'ai également une bonne réception sur Hotbird. Donc notre signal fonctionne bien. Voilà. Et donc nous allons quitter le menu, Daniel, et voir qu'effectivement nous avons ici une chaîne, Rai Educational 2, donc la chaîne italienne, sur Hotbird. Très bien. Alors ça c'est un point fort de ce type de terminal, c'est vraiment la facilité complète d'installation. C'est une installation intuitive grâce à des schémas qui montrent clairement la configuration que l'on choisit au niveau de l'installation. Et ensuite, une fois qu'on est bien réglé, il suffit d'aller dans le menu pour scanner automatiquement l'intégralité des satellites. Tout à fait. Et avec un réel scan, alors ça se fait tout seul, on peut choisir les débits bien sûr, enfin ils sont préétablis pour les satellites les plus connus, mais on peut également rajouter des débits, plusieurs débits. Plus vous ajoutez de débits, plus la recherche évidemment sera longue. Plus c'est long. C'est tout à fait normal. Parce que ça scanne tout. Tout est scanné. Alors il faut rappeler que chez Aston aussi, il y a le tri entre les chaînes de télé, les chaînes de radio et les données. Et les données, oui. Ça, les données, on pourrait s'en passer, mais enfin, elles sont là. Alors, donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est de passer effectivement donc à la démonstration concernant le port USB. Alors, ce que je vais faire, ici, je vais brancher. Alors, on voit le port là. USB. Attendez, il faut que je me lève pour voir exactement. Mettez-le dans le bon connecteur. Oui, voilà. Voilà, donc, le port USB branché. USB et immédiatement à l'écran, on voit, alors on va le voir maintenant à l'écran le message qui vous dit, vous venez de relier le port USB. Pas sur celui de l'ordinateur, mais sur celui du terminal numérique. Voilà. Alors, vous venez de laisser le contrôle du disque dur. Alors je vais évidemment dire alors c'est-à-dire que là, alors attendez, avant d'appuyer, avant de dire oui, dire que dès que vous allez dire oui, la télécommande donc du terminal ne va plus servir à commander le disque dur. Tout à fait. C'est grâce au PC que nous allons pouvoir voir ce qui se passe. Ensuite, on va passer donc sur la fonction PC. Donc là, on va dire oui. On dit oui. Voilà. Et parallèlement, donc, on va aller voir sur le PC ce qui se passe. Il y a une fenêtre qui apparaît en bas de l'écran du PC. Voilà, qui me dit que tout simplement un périphérique USB à haut débit est connecté donc à un port USB. Alors je vais aller immédiatement dans poste de travail pour constater qu'effectivement je vais avoir un nouveau disque dur qui va apparaître. Donc pour le moment il n'est pas tout à fait présent. Attendez, si normalement c'est le E. C'est le E. C'est le E. Et là j'accède donc à tous les répertoires de ce disque dur, du disque dur du terminal et non pas du disque dur du PC. Alors là, il y a différents répertoires et il faut aller sur le répertoire il faut aller sur le répertoire R. Donc R, ça veut dire recorded. Tout à fait. Donc, le répertoire qui contient les éléments qui ont été enregistrés sur le disque dur, parce qu'avant que l'émission ne commence, on a enregistré une petite séquence de manière à vous permettre d'avoir une démonstration. Une seule séquence, Daniel, pour que ce soit lisible et clair. Alors, voilà, parce que c'est là où ça devient compliqué à mon avis. Voilà, parce que lorsque vous faites un enregistrement, il n'y a pas qu'un seul fichier. Voilà, regardez bien sur l'écran. Ça ne correspond qu'à un seul enregistrement. Voilà, un seul enregistrement qui est appelé 2F38FC. 2F, c'est ce qui est tout à fait simple à retenir. Parce que... il est évident que figurerait le nom du programme, ça serait peut-être plus simple, Daniel. Mais enfin, le nom de l'émission. Non, mais là, à ce niveau-là, on peut rien renommer, on peut rien toucher, là. Non. Là, on ne touche rien. Donc, on ne touche rien. Donc, il faut noter sur un papier, effectivement, quel nom ce qu'il faut simplement, c'est repérer que pour un enregistrement donné, donc je l'ai dit ici son nom, il y a à la fois, un fichier audio, un fichier inf, information, un fichier synchro et un fichier vidéo. D'accord. Alors, ces fichiers, pour les exploiter, pour les exporter en somme du disque dur du terminal pour les faire passer sur le PC, eh bien, je les ai copiés dans un répertoire. Alors, je vais accéder à ce répertoire ici, donc que j'ai appelé tout simplement, Xena. Donc, voici ce répertoire donc, que je vais ouvrir.
Et je retrouve ici simplement donc deux fichiers que j'ai pris. Donc en fait, vous avez transféré du disque dur de l'ordinateur, du terminal. C'est-à-dire que j'ai récupéré effectivement le fichier audio, le fichier vidéo correspondant à cet enregistrement. Et vous l'avez mis sur le disque dur de l'ordinateur. Je l'ai copié du disque dur du terminal vers le disque dur du PC dans un répertoire que j'ai créé. D'accord. Alors j'ai repris effectivement... Donc là, on va travailler sur les fichiers copiés. Des fichiers copiés. On ne travaille pas sur des fichiers originaux. Alors, non, si normalement j'ai d'abord eu les fichiers originaux, c'est-à-dire que j'ai eu effectivement le fichier 2f38fc.aud que j'ai transformé en point, non pas AUD, mais M2A, qui veut dire MPEG-2 audio. C'est-à-dire que j'ai changé l'extension du fichier. On fait ça avec comment? C'est-à-dire que là, vous nous dites ça, moi je veux bien, mais comment? Vous voyez, je fais ici, je clique sur mon fichier, je vais dans Fichier, et je choisis la possibilité renommer, tout simplement. Ma question, Jean-Louis, c'était pas ça, c'était quelqu'un qui, comme moi, n'y connaît rien. Oui. Comment est-ce que je sais qu'il faut prendre uniquement ces deux fichiers? Comment est-ce que je sais qu'il faut changer les noms des extensions des fichiers? Comment je le sais? Je le devine? Parce que, Daniel, j'ai choisi d'utiliser derrière un logiciel qui réclame ces fichiers, donc sous cette forme, avec ces extensions, pour pouvoir recréer un fichier MPEG. Parce que là-dedans... Non, ça n'est pas dit dans le mode d'emploi. Là-dedans, là, je vous montre le mode d'emploi. Là-dedans, il est très beau le mode d'emploi. C'est un très très beau mode d'emploi. Un mode d'emploi luxueux, voilà, il est très luxueux, avec beaucoup de couleurs et tout. Mais il n'y a rien. Non. Non, car Aston considère que, au-delà de la récupération des fichiers, donc dans le disque dur du terminal vers le disque dur du PC, ensuite, ce sont des problèmes donc d'informatique qui laissent donc au gré de l'utilisateur. Voilà. Donc il faut... C'est la politique choisie par Aston. Donc alors, je voudrais pas vous dire, mais heureusement que vous êtes là pour expliquer un peu aux téléspectateurs et aux lecteurs un peu comment ça se passe, parce que vous l'avez écrit tout ça dans Télésatellite. Oui, je l'ai d'abord. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. J'ai tout de même consulté un ingénieur informaticien de la maison Aston pour lui demander quelques détails sur les différentes opérations. D'accord, parce que oui. Oui. Alors, on n'a pas non plus la science infuse. Donc, résumons-nous. Nous avions ici donc un fichier audio avec un point AUD que j'ai transformé en M2A. Donc, ce qui est simplement son équivalent, mais j'ai changé l'extension. Même opération en ce qui concerne le fichier vidéo, qui était .vo, que j'ai transformé en M2V. Alors, pourquoi ai-je fait cette chose-là? Donc, je vais simplement refermer ici ce répertoire, et je vais maintenant utiliser un logiciel qui s'appelle WinGrab, Daniel. WinGrab. Et alors, on le trouve sur le site Aston. Par contre, on peut le trouver sur le site d'Aston France, tout à fait. Donc, sur le site d'Aston France, vous allez, si vous avez donc la joie de posséder ce terminal numérique pour pouvoir utiliser la fonction USB, vous allez sur le site d'Aston France et là, vous allez trouver le lien qui vous permet de télécharger ce logiciel WinGrab. Grab, G-R-A-B-E. Voilà. Alors, j'ai ouvert ce logiciel. Alors, donc, il me demande d'abord l'opération. C'est en anglais, Daniel, hein, il faut le préciser. Yes, sir. Donc, j'ai choisi, comme vous le voyez ici sur l'écran, MUX Audio on Video, PES Stream Files into a Program. Ah bah, c'est très bien, Jean-Louis. Alors, ça veut dire tout simplement que je vais mixer effectivement mon fichier audio et mon fichier vidéo. Pour en faire un seul. Pour en faire un seul, vous avez tout compris. D'accord. Alors, je clique donc sur Next, et à ce moment-là, je vais pouvoir choisir ici, donc sur la ligne vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, bah, ça, c'est évidemment, c'est l'utilisation même du logiciel. Il faut cliquer pour avoir accès, donc, au fichier que l'on veut obtenir. Donc, ici, je l'avais fait au préalable. Donc, j'ai repris avec tout le chemin correspondant à ce fichier pour l'atteindre. Donc, pour le fichier vidéo, pour le fichier audio. Et ensuite, donc, j'ai lancé. Donc, en allant sur Next, je vais pouvoir obtenir, donc, en sortie, un fichier qui s'appelle tout simplement ici out. out.m2p. D'accord. Alors, je ne vais pas refaire l'opération, car supposons que l'opération ait été faite, et je vais revenir maintenant, donc, dans mon fichier, dans mon répertoire Xena que j'ai créé, où figure maintenant, effectivement, mon fichier out. Mais comme vous le voyez, l'extension n'est plus la même, car ce petit logiciel me donnait une extension en M2P, ce qui veut dire MPEG-2, mais qui n'est pas forcément utilisable avec tous les utilitaires pour lire des fichiers MPEG-2. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? J'ai rechangé l'extension du fichier et je l'ai transformé en .mpg, fichier MPEG. D'accord. Et maintenant, eh bien, je vais tout simplement cliquer sur ce fichier et l'utilitaire qui se trouve dans le PC va me permettre de le lire.
Donc je crois que c'est Windows Media Player tout simplement. Oui, le Media Player classique de chez Windows. Et maintenant, nous voyons apparaître, alors moi je l'ai sur mon PC, mais malheureusement nous ne l'avons pas sur l'écran. Donc là, il y a un petit problème de configuration d'écran. Voilà. Et ça ne marche pas, comme par hasard. Non, mais vous nous faites confiance, moi, je voilà, le vois. Vous voyez, alors, attendez, ce que je vais faire, Daniel, tout simplement, je vais prendre la petite caméra, voici, et nous allons regarder l'écran du PC, voilà, si la régie veut bien nous montrer l'écran du PC. Voilà, donc j'ai effectivement ici, en lecture, bon, la lecture est terminée, non, la lecture continue, voilà, donc j'ai effectivement, sur l'écran de mon PC, je peux lire le fichier MPEG-2 que j'ai transféré du terminal vers mon PC. Très bien, donc ça fonctionne en fait. Voilà, ça fonctionne très bien. Donc Jean-Louis, on peut rappeler rapidement un peu quelles étaient vos appréciations sur ce terminal? Alors les appréciations, la note elle est la même. J'ai mis la même note finalement qu'au terminal au 1800 HD normal. Bon, il y a simplement cette fonctionnalité en plus. Donc la note est de 17,75, ce qui est une très bonne note. Il faut dire que l'audio et la vidéo sont de bonne qualité. Très très bonne qualité. Oui, puis alors, petite remarque tout de même, Daniel, c'est que notre téléspectateur qui posait une question tout à l'heure sur le boîtier Neocean Pilot, ici nous ne sommes pas liés à un débit pour le transfert, donc entre le disque dur du terminal et le disque dur du PC. Si, le port USB 2.0 permet de faire le transfert très vite. Mais une fois que vous avez votre fichier dans le PC, vous n'êtes plus lié à un transfert entre le terminal et le PC. Bien sûr, ensuite on peut travailler le fichier. C'est tout l'intérêt du système. Comme l'on veut. Eh bien, merci. Le prix? Le prix, 650 €, Daniel. 650 €, vous voyez, donc 650 €, c'est le prix du plaisir de l'informatique, lié à celui d'un terminal numérique de qualité avec un disque dur. Et puis disons, Daniel, bien entendu, que l'on peut éventuellement graver ces fichiers avec un graveur de DVD. Voilà, on peut faire du piratage d'émissions de télé ou de films, puisqu'on peut ensuite les graver, et puis on peut transformer le fichier en DivX, je suppose, etc. On peut... Ça, c'est une question d'utilisation de logiciels. Voilà, après, bon, effectivement, tous les espoirs sont permis. Merci Jean-Louis pour cette fulgurante démonstration de ce terminal Aston 1800 HDU. Et puis maintenant, nous allons passer à notre rubrique Télé Notre Histoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Télé Notre Histoire, cette semaine, c'est Cosmos 1999. Une série américaine que tout le monde connaît, une série mythique avec Barbara Ben et Michael Lando, qui sont deux acteurs américains qu'on a retrouvés dans Mission Impossible. Et on se retrouve maintenant dans une année 1999 qui à l'époque était le futur et qui pour nous est le passé. Cosmos 1999, c'est dans Télé Notre Histoire. Côté sombre de la Lune, 9 septembre 1999. Dépôt de déchets nucléaires, secteur 2. Professeur Bergman, ici Jim Nolswam. Nous venons de franchir la barrière de protection au laser. Dans 2 minutes, nous serons prêts à commencer la vérification demandée par le Dr. Russell sur les champs de radiation. Attendez les ordres, Nordstrom. On ne vous lâche pas, soyez tranquille. Aigle Noir 3 à base 2, vérification dépôt, ici le Dr. Russell. Nous écoutons, docteur. Quand aurez-vous terminé le déchargement? On est en train de s'occuper des derniers contenants. On peut finir dans 10 minutes environ. Steiner, dès que les vaisseaux spatiaux seront repartis, commencez les vérifications sur les champs de radiation. Très bien, docteur. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre le résultat. Oui, c'est ça. Leur activité cérébrale est normale jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent. Ici Aigle 2, nous amorçons la descente. Nous serons à la base à l'heure prévue. Ici base lunaire Alpha, bien reçu Aigle 2. Commandant Koenig, nous nous poserons à Alpha à 23h35 heure lunaire. Un café, commandant? Merci.
Commandant Koenig, nous recevons une transmission spéciale de la Terre. Oui, je prends. Ah, John. Bon, votre nomination est approuvée. La commission spatiale a ratifié votre nomination au poste de commandant de la base lunaire Alpha. Bon, et pour le commandant Gorski? Eh bien, je viens de le relever de ses fonctions il y a 1 heure. Mais ne vous en préoccupez pas. Votre travail consiste à amener des hommes sur Meta. On a de nouveaux renseignements? Oui, ça devrait vous plaire, regardez. La première prise de vue en plan rapproché de la planète Meta. Prise de l'espace et grossie 9 fois. On distingue nettement son atmosphère. Et il n'y a pas que cela. Le même vol d'exploration nous a fourni des renseignements incontestables. Il ne fait aucun doute que l'atmosphère de la planète Meta est propice à une forme de vie. Nous en avons la certitude, mais ce qu'il faut, c'est mettre tout en œuvre. Pour combattre le virus qui atteint les astronautes de Meta, on ne peut envisager d'être arrêté par cela. Nous devons absolument atterrir sur Meta. Rien ne doit nous en empêcher. À vous de jouer. Bonne chance. On a des images extraordinaires de la plateforme de lancement pour le vol d'exploration sur Meta, commandant. Regardez bien, je vous les envoie. Ça, c'est le vaisseau qui revient maintenant.